messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de l'émission Profondeur du droit. Profondeur du droit, émission de vulgarisation et de sensibilisation, lieu d'expression de zones de droit, d'analyse, de débat, de réflexion sur des questions juridiques et judiciaires. Pour ce soir, nous parlerons de la Cour pénale internationale, la CPI, dans le cadre de cette série d'émissions sur cette juridiction. Il sera précisément question de la représentation légale de victimes devant la Cour pénale internationale. Qu'entend-on par victime au regard du droit de la Cour pénale internationale? Comment sont-elles représentées? Comment devient-on représentant légal de victimes devant cette juridiction? Des questions auxquelles répondra notre invité d'aujourd'hui depuis La Haye, aux Pays-Bas. Ce soir, comme je vous l'ai annoncé, nous allons continuer avec cette série d'émissions que nous avons commencée sur la Cour pénale internationale. Et aujourd'hui, donc, nous recevons Madame Ombeni. Madame Ombeni est avocate. Elle est assistante juridique dans les équipes de représentants légaux de victimes dans les affaires devant la Cour pénale internationale. Bonsoir, Madame Ombeni. Bonsoir, Madame Zaina. Nous vous recevons depuis La Haye, aux Pays-Bas. Nous allons donc parler de la représentation légale de victimes devant la Cour pénale internationale. Première question, Madame Ombeni. Nous sommes dans une émission de vulgarisation de droit, de sensibilisation. On aimerait un peu comprendre comment ça fonctionne, cette représentation. Alors, qui et comment, déjà, devient-on représentant légal de victimes dans les affaires devant la Cour pénale internationale? Merci beaucoup pour la question, Madame Zaina. Déjà, pour être qualifié à exercer en tant que représentant légal, c'est-à-dire en tant qu'avocat ou en tant que le terme utilisé devant la Cour pénale, c'est plus conseil ou représentant légal. D'abord, il faut être admis au fait ce qu'on appelle la liste des conseils. Et cette liste des conseils, au fait, elle a été créée par le greffe en vertu de la norme 125.1 du règlement du greffe. Et cette liste des conseils, au fait, énumère les différents noms des avocats qui sont qualifiés. Et pour être qualifié, il y a des critères, au fait. Et ces critères sont, en fait, énoncés dans la règle 22 du règlement de procédure et de preuve. Et c'est parmi ces règles, on a listé des exigences. Notamment, il faut posséder une compétence reconnue en droit international ou en droit pénal et en matière de procédure. Et aussi, il faut avoir acquis une certaine expérience nécessaire du procès pénal en exerçant des fonctions de juge, de procureur, d'avocat ou quelque autre fonction analogue. Et en plus de cela, il faudrait une expérience d'au moins minimum 10 ans comme avocat ou conseil principal et 8 ans, en fait, pour devenir ce qu'on appelle co-conseil. Donc, c'est réservé seulement aux seuls avocats, enfin aux seuls, même on dirait, il faut pas nécessairement être avocat ou bien pour devenir représentant légal de victimes. Il faut absolument être avocat. Vous devrez appartenir à un barreau de votre pays. En fait, tout dépend du métier du juriste que vous aviez exercé au sein de dans vos juridictions nationales. Ça aurait été, peut-être que vous avez été juge ou ce qu'on appelle chez nous magistrat. Oui. Mais au fait, vous devrez appartenir au fait à un corps, ce qu'on appelle le barreau. Et donc le rôle du représentant légal, comme le dit, concrètement son rôle se résume en quoi? En fait, le rôle du représentant légal, il a plusieurs rôles. Mais je peux dire le rôle central d'un représentant légal, c'est celui au fait de représenter, de représenter les intérêts au fait des victimes qui sont autorisées à participer devant la Cour pénale internationale. Et au fait, donc c'est au fait à partir de ces rôles-là découlent maintenant d'autres fonctions qui lui donnent en fait
qui lui donnent d'autres rôles, notamment de participer aux audiences, notamment de soumettre des observations écrites ou des observations orales qui émanent en fait des victimes qu'elle représente. Elle doit aussi en fait tenir informés à ses clients des avancées des procédures et de toute question en fait de droit ou de fait pouvant plutôt concerner en fait ses clients. Et aussi, ses représentants légaux doivent recevoir des instructions ou des directives générales en fait de la part de ses clients qui sont des victimes et des directives pour lesquelles en fait elle doit les soumettre en tant que requête ou soumission devant les juges ou devant la chambre. Et par rapport aux victimes, comment c'est fait, comment on choisit-on? Est-ce que les victimes désignent elles-mêmes le représentant légal qu'elles veulent, ou bien ça se passe comment au niveau du choix du représentant? Est-ce que la victime a un mot à dire? Oui, en fait, dans la désignation ou dans le choix du représentant légal ou des représentants légaux communs, la règle 90, si j'ai bonne mémoire, du règlement de procédure et de preuve, en fait, dans son alinéa premier, il stipule clairement que les victimes sont libres de choisir leur représentant légal. Mais toutefois, ces droits s'exercent toutefois en tenant compte, en fait, des contraintes d'ordre pratique, financier, infrastructurel, logistique, et en fait, ces contraintes, en fait, je peux dire, s'imposent à la Cour. Et donc, les victimes, ils peuvent choisir leur représentant légal, mais cela, je vous donne un exemple, dans les cadres des crimes qui sont de la compétence de la Cour, souvent nous nous retrouvons avec un très grand nombre de victimes. Et je donne un exemple, sur 1000 victimes, il est inconcevable et impossible que chacune puisse choisir son propre représentant légal. Et il y a une sorte, en fait, des consultations qui sont menées entre le groupe des victimes et le greffe pour voir dans quelle mesure on peut trouver une solution beaucoup plus pratique et efficace pour la représentation légale des victimes. C'est pour cela, vous allez les constater dans plusieurs affaires. Il y a soit dans certaines affaires, vous trouvez, il y a un seul conseil ou seul représentant légal. Par contre, dans d'autres affaires, vous vous retrouvez avec plusieurs représentants légaux, ce qu'on appelle la représentation légale commune des victimes. Effectivement, les victimes ont le droit de choisir leur représentant légal ou représentant légaux, mais ces droits, en fait, est limité à cause de certaines contraintes qui sont, pour ma part, pour mon point de vue, tout à fait normales. Et avant d'évoluer, qui est victime, selon le droit de la Cour pénale internationale? La Cour, on définit victime d'abord comme toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d'un crime qui relève de la compétence de la Cour. Et ce terme victime peut en fait s'entendre, en fait pas s'entendre, mais s'étend aussi aux organisations ou institutions. Là, nous parlons des personnes morales. Et au fait, il y a certainement des exigences. D'abord, il faut s'assurer que la personne physique ou morale a subi un préjudice. Et de deux, il faut s'assurer aussi que cette personne subit un préjudice du fait d'un crime qui soit de la compétence de la Cour pénale internationale, mais aussi il faut absolument que cette personne prouve que les faits qu'elle est en train de décrire sont ou étaient constitutifs d'un crime qui est reproché à l'accusé. Et aussi on doit voir en fait, on doit voir un lien entre ce qu'on appelle le préjudice subi et aussi entre les crimes qui sont reprochés à l'accusé. Et donc, toutes ces exigences-là sont
doivent être remplies. Et c'est uniquement sur cette base-là que le juge, et d'ailleurs ce sont les juges qui octroient la qualité de victime. Là, ce n'est même pas l'avocat, ce n'est pas le greffe, mais plutôt c'est le juge lui-même. Donc, cette qualité de victime, elle est donc octroyée à la fin du procès, je pense, qu'on détermine tel ou... Non, parce que ce sont des crimes de guerre, vous considérez déjà comme étant de victimes sans avoir... sans qu'il y ait eu un procès. Non, la qualité des victimes n'est pas octroyée de manière automatique. Déjà au stade préliminaire, c'est-à-dire une fois que le procureur a terminé avec ses enquêtes, il amène les résultats de ses enquêtes devant une chambre, ce qu'on appelle la chambre préliminaire. Et cette chambre, en fait, va inviter le greffe, va inviter le procureur, va inviter aussi les représentants légaux. Et ensemble, en fait, cette chambre va établir, en fait, ce qu'on appelle les principes ou les exigences dont j'ai énuméré pour voir si les personnes qui ont été présentées à elle, en fait, sont qualifiées, sont qualifiées pour devenir victimes. Donc, le statut de victime peut être accordé bien avant le procès, pendant le procès, mais aussi après le procès, c'est-à-dire à la phase de réparation. Parce que la Cour reconnaît quand même aux victimes le droit de soit participer uniquement au procès et pas aux réparations, ou soit de venir participer uniquement aux réparations, ou soit de participer aux deux procédures, c'est-à-dire le procès et la réparation. Et puisque vous êtes assistante juridique dans les équipes de représentants légaux des victimes, donc c'est-à-dire que vous rencontrez les victimes, vous les rencontrez ces victimes, vous parlez avec elles, et qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles attendent quoi effectivement de vous? Elles attendent quoi? Réparation? Elles attendent seulement de connaître la vérité? Que vous disent-elles? Dans la plupart des temps, je parle de moi dans mon expérience, la plupart du temps, les victimes sont vraiment à la quête d'abord de la vérité. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Parce qu'il est parfois facile de dire qu'il y a eu pillage, qu'il y a eu viol, qu'il y a eu meurtre, mais sûrement il y a eu peut-être des raisons qui sous-tendent au fait toutes ces violences. Et les victimes, ils ont besoin vraiment de comprendre la vérité, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'était réellement passé, qui a fait quoi et qui a fait qui. Et après cela, les victimes veulent obtenir une tribune, en fait, qui va leur permettre, au fait, de faire entendre leur voix. Leur voix, c'est dire ce que nous avons subi, ce qui nous est arrivé. Et par rapport à ce qui nous est arrivé, on aimerait avoir un éclairage, on aimerait avoir une lumière par rapport à ce qui nous est arrivé. Mais aussi, effectivement, les victimes entendent, au fait, ils sont aussi quand même, il y a aussi une attente, en fait, vers les réparations. Et la plupart du temps, pour certaines, je parle bien de certaines victimes estiment que d'abord la véritable réparation, c'est de s'assurer qu'il y ait plus les mêmes actes qui les ont rendues victimes, qui puissent encore se percuter ou répercuter contre elles. Et donc là, nous comprenons qu'ils sont vraiment à la quête aussi qu'il n'y ait plus de récidivisme, si je peux dire comme ça, dans la commission au fait des crimes. Effectivement, les réparations, ça c'est tout à fait, moi ça va de soi, c'est tout à fait naturel. Quand on a connu du préjudice du fait d'un acte d'une personne, c'est tout à fait normal qu'on s'attende à ce que cette personne en fait répare le préjudice en fait qu'il a commis sûrement. Voilà. Et cette rencontre avec les victimes, donc ça se fait dans chaque pays, dans le pays où il y a de crimes, ou comment vous allez vers ces victimes-là dans chaque pays? Comment c'est organisé en fait? Il y a une représentation de représentants légaux dans ces pays-là pour être en contact direct avec les victimes. Comment c'est organisé concrètement? Alors, une fois que le représentant légal est désigné par en fait, il est choisi, un représentant légal, il est choisi par les victimes.
mais après, il doit être désigné par le greffe et cette désignation doit être entérinée, en fait, par une décision des juges. Et par cette décision des juges, les juges vont demander à ce que le greffe puisse mettre, en fait, comment je peux dire, que le greffe, en fait, donne les moyens à ses représentants légaux ou à ses représentants légaux de pouvoir, en fait, mener à bien leurs activités. Et parmi les activités, comme je l'ai déjà énuméré, c'est-à-dire le représentant légal doit rester en contact avec les victimes qu'elle représente ou qu'il représente. Et de ces faits, nous avons ce qu'on appelle des bureaux de liaison. Oui. Dans chaque pays, ce qu'on appelle des pays des situations ou des pays où la cour a des affaires. Je donne par exemple les cas de la RDC. De la RDC, oui. Nous avons ce qu'on appelle des bureaux des terrains. Et ces bureaux des terrains, en fait, donnent des moyens logistiques à ces représentants légaux. Et souvent, le représentant légaux ou légal travaille avec des assistants qu'on appelle des assistants de terrain, des gens qui vivent dans les communautés des victimes et qui dépendent, au fait, du représentant légal qui est à l'AIE. Mais ce représentant légal ne travaille pas uniquement à l'AIE, mais il doit aussi aller sur le terrain. Effectivement, donc il y a des missions qui sont organisées pour aller rencontrer ces victimes parce que nous représentons les victimes, nous sommes les oreilles, nous sommes la bouche de ces victimes. C'est à elles de nous donner des injonctions, c'est à elles de nous donner des vues et préoccupations et nous les apportons devant le juge. Donc effectivement, nous allons dans leur communauté, les rencontrer, discuter avec elles, les informer aussi du développement de la procédure et voilà. C'est un travail très très complexe hein, apparemment à vous entendre. Quelles difficultés les représentants légaux rencontrent-ils dans leur mission? Les difficultés par exemple par rapport à leur relation avec les victimes ou bien par rapport aux besoins matériels. Quelles sont les difficultés dans cette mission de représenter les victimes? Il y a plusieurs difficultés. Et déjà, il faut comprendre que vous serez appelé à voyager parfois dans des zones non accessibles ou difficilement accessibles. Ça, c'est de un. De deux, vous allez faire face à des communautés, à des personnes, j'appellerais vulnérables. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont été victimes des crimes pendant plusieurs années et qui n'ont jamais perçu une quelconque, au fait, assistance. Et du coup, c'est tout à fait normal que, pour moi, personnellement, parfois c'est un choc que de constater, par exemple, une cohorte humaine des gens. Et parfois, je me demande, est-ce que ces gens existent ou ces gens vivent? Donc, il y a vraiment un coût. Il y a aussi un problème culturel. Parfois, on est appelé à communiquer ces gens. Et il se peut, par exemple, que, en tant que représentant légal, je ne connais pas le dialecte ou la langue de ces victimes. Donc, Oui, justement, Madame Maître Béni, justement, je voulais aussi poser une question sur comment, par rapport à la situation géographique des victimes, comment c'est là. Est-ce que sur base de quels critères est-ce qu'on affecte tel représentant tel des représentants légal est désigné pour représenter telle victime par rapport aux critères géographiques de lieu de situation de victime, de la langue par exemple? Comment c'est fait? Est-ce que parce que vous êtes de ces pays-là, alors on vous donnera des victimes de ces pays-là? Comment ça se passe au niveau de la Cour pénale internationale? J'ai déjà énuméré en fait ce que je peux appeler des compétences professionnelles. Mais le règlement de procédure et de preuve, je pense, je ne me rappelle plus de la norme, exige à ce qu'on ait quand même des gens qui soient désignés comme représentants légaux ou représentantes légales, des gens qui connaissent le concept, une relation de confiance, et des gens aussi à qui ces représentants légaux ou cette représentante légale peut communiquer facilement dans leur langue, surtout quand il s'agit au fait des informations relatives au fait à la procédure. Cette question a déjà été résolue au fait dans le statut.
Il y a la Cour pénale internationale a mis en place un fonds. Dites-moi si c'est bien un fonds pour de réparation. C'est un fonds qui existe, le fonds pour venir assister donc les victimes pour les réparations de dommages causés aux victimes. Ces fonds-là est bien existant. Le fonds profit des victimes, il est un organe indépendant. Ça, il faut déjà le clarifier. Il est un organe indépendant, si bien qu'il reçoit des injonctions, il reçoit en fait des ordonnances des juges dans la mise en place, en fait, ou dans l'exécution de ce qu'on appelle des réparations. Et le fonds ne répare pas. On ne peut pas dire que le fonds répare. C'est la personne qui est auteur de préjudice causé aux victimes qui répare. Mais on a pensé à ça, et c'était ça en fait, c'est un peu ça la nouveauté de la Cour pénale internationale. Ils ont dévancé, ou ils ont pris un peu de l'avance par rapport aux problématiques, par exemple, de l'insolvabilité. C'est-à-dire, nous mettons à part, grâce aux dons ou aux donations des particuliers, des États, nous mettons à part un fonds que nous pouvons avancer dans le cadre des réparations des réparations, mais comment je peux dire ça en français? Cela ne veut pas dire que c'est la personne qui est reconnue coupable, mais qui, en ce moment-là, est qualifiée d'insolvable, n'est plus responsable de rembourser cet argent au fonds un jour. Donc, effectivement, le fonds existe pour des réparations, mais aussi pour le mandat d'assistance. Et donc, je pense que je reviendrai plus tard pour faire la différence entre les réparations et le mandat d'assistance. Ben, faites-le maintenant. Dites-nous quelle est cette différence entre les réparations et le mandat d'assistance. Les réparations, en fait, sont ordonnées sur la base d'une décision de culpabilité et sur la base d'une décision de sentence. C'est-à-dire, la personne est reconnue coupable et la personne est condamnée pour X années. OK? Là, le juge vont après, en fait, bien sûr, c'est aussi une longue procédure, mais après, ils vont émettre ce qu'on appelle une décision qui va, en fait, établir le montant des responsabilités de la personne reconnue coupable sur la base, au fait, de préjudices subis par les victimes. Là, nous parlons des réparations. Par contre, le mandat d'assistance, ce sont des fonds propres du fonds au profit des victimes pour venir, en fait, en aide, c'est-à-dire dans des pays en situation ou dans les cadres aussi d'un acquittement. Mais je dois préciser là que dans l'assistance, les juges n'ont pas du tout à donner au fonds au profit des victimes une quelconque, comment je peux dire, orientation ou une quelconque ordre ou un quelconque ordre, parce que là, c'est du droit purement qui émane purement de la bonne volonté du fonds au profit des victimes. Par contre, les réparations… Donc, en cas d'acquittement, Maître Béni, en cas d'acquittement d'un accusé, comme c'était par exemple le cas de Jean-Pierre Bemba, en cas d'acquittement, c'est-à-dire que les victimes alors se retrouvent, ils recevront pas de dommages à intérêts parce que l'accusé a été acquitté. Donc, c'est en ce moment-là comment vous faites en ce moment-là? Effectivement, quand il n'y a pas condamnation, il n'y a pas réparation. Parce que est censé réparer, est tenu réparer la personne qui a commis un crime et qui est reconnue coupable. Mais là, quand il y a pas de décision de culpabilité, en ce moment-là, il n'y a pas de réparation. Par contre, si le fonds possède un moyen, je peux dire, moyen financier, et il peut, en fait, venir en aide pour ces victimes-là. Parce qu'il faut comprendre une chose. Ce n'est pas le fait d'être reconnu
si vous êtes reconnu non coupable, que cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des victimes. Les victimes ont existé. Mais seulement les preuves du procureur, peut-être les juges n'ont pas été convaincus au-delà du doute raisonnable pour déclarer telle personne coupable. Et donc, effectivement, dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle le mandat d'assistance qui peut venir au fait aux victimes. Et souvent, c'est un mandat au fait qui apporte un soutien matériel, un soutien psychologique et un soutien aussi médical pour les victimes. Et là, nous parlons des victimes de situations et pas des victimes d'affaires. Parce que quand il y a un acquittement, cela ne veut pas dire que d'autres victimes n'ont pas été victimes des crimes et qui peut-être n'ont pas participé aux procédures devant la CPI. Alors, Madame Ombeni, parce que nous allons doucement vers la fin de cette émission, le temps nous est imparti, touche à sa fin. Je voudrais savoir comment vous analysez le manuel à l'usage de représentants légaux de victimes. Vous analysez ça comment? En fait, c'est un manuel que je trouve très important qui a été mis pour la représentation légale des victimes et surtout en faveur aussi des gens qui viennent, je peux dire, nouvellement dans ces métiers. Et donc, c'est vraiment un ouvrage, je peux dire, parce que il regroupe les différentes jurisprudences de presque toutes les affaires devant la Cour pénale internationale. Mais il n'y a pas que le manuel, en fait, des représentations légales des victimes. Il y a aussi d'autres textes, il y a d'autres décisions, il y a d'autres jurisprudences auxquelles il faut s'appuyer dans le cadre de ces actes. Pour terminer cette émission, les dernières questions. Alors, quel est l'avenir de la CPI selon vous, comment voyez-vous l'avenir de la CPI en matière de réparation aux victimes et de la représentation légale? L'avenir c'est comment par rapport à tout ce dont on vient d'évoquer, tout ce que vous venez d'évoquer, tout ce dont on vient de parler? L'avenir, vous le voyez comment? L'avenir de la CPI dépendra aussi des moyens que la CPI devrait avoir pour faire face aux sollicitations. Des sollicitations deviennent de plus en plus, importantes. Et donc, il faut s'y mettre. Il faut que les États mettent des moyens aussi importants pour cette organisation. Et laisser la CPI ou le Fonds profit des victimes à lui seul la charge d'assurer les réparations, c'est une bonne chose, mais moi, ça c'est mon avis à moi, ça n'a rien à voir avec la CPI. Je pense que les États concernés, les États, quelque part, s'il y a eu commission des crimes, quelque part, c'est parce que les États n'ont pas pris leurs mesures, pour protéger ces victimes. Et je pense qu'il revient aussi aux États de penser réellement à cette question, plutôt que d'attendre des procédures qui peuvent durer 6 ans, 10 ans à la CPI pour que les victimes obtiennent des réparations. Merci, maître Evelyne Ombeni. Je rappelle que vous êtes assistante juridique dans les équipes de représentants légaux des victimes dans les affaires devant la Cour pénale internationale. Nous étions heureuses de vous recevoir dans le cadre de cette émission en profondeur du droit. Nous vous remercions de votre participation et nous disons merci à nos chers téléspectateurs pour le temps que vous avez consacré à suivre cette émission. Nous vous laissons suivre les autres programmes de votre chaîne B1 Télévision. Nous vous disons merci, au revoir et à la prochaine.